Voilà, mais carrément, bon. carrément. Tu me parlais aussi du sens des aimants. Oui. C'est-à-dire sur le P90, tu me disais, ils se regardent ou je sais pas quoi. Tu Ouais. peux un peu. Alors, c'est pour ça que bon, il y a toujours des choses qui sont qu'on voit traîner sur Internet. Alors c'est vrai que le mythe un petit peu des aimants, des micro vintage qui se démagnétisent. Alors non, c'est pas vraiment ça. Il faut savoir que bon, à l'époque, c'était magnétisé en bloc dans des machines chez Gibson, pour prendre cet exemple-là. Et c'est vrai que non, ils sont pas démagnétisés, mais ils sont sortis de cette machine moins magnétisés que d'autres. Oui, comme. Voilà, parce que bon, on est hauteur, alors ça dépend aussi de l'alliage où il a été construit, bien évidemment, je dis ça, mais c'est vraiment une base, mais c'est à peu près du 3-4% de démagnétisation pour un Alnico à peu près tous les 100 ans. Ça peut varier, suivant évidemment, hein, là je donne une base, mais globalement c'est quand même ça. Donc là, on ne peut pas dire que ça soit un effet naturel, sachant que le P90 le prouve, dans le sens où les deux aimants vont se retrouver donc derrière la bobine. Ouais. Et en fait, je vais filmer ce que tu montres là. Hein, voilà, c'est ça. Je suis carrément un sacré vidéaste. C'est ce que je vois. Je confirme. Attention, hein. Donc. Voilà. Donc là, on a les deux aimants qui vont se retrouver plus ou moins ici. Alors après, on a les vis normalement qui dépassent, hein, donc là, je ne l'ai pas fait. Et on va avoir le même sens de polarité, c'est-à-dire que par exemple, moi, je les magnétise au sud. Donc on va se retrouver avec le pôle sud ici et le pôle sud ici. Donc ils sont côte à côte, quoi. Ce qui est normal parce qu'autrement on aura un hors phase. C'est-à-dire que si je mets un côté sud ici, et un côté nord là, le micro va se mettre en hors phase. Il y aura un petit son aigrelet, tout creusé, tout. Exactement. Donc en fait, ce qui prouve bien que même des P90 des années 50, ils se sont retrouvés depuis 70 ans en fait dans une guitare avec des aimants qui ont des pôles face à face. Et d'un point de vue magnétisation, qu'est-ce qui se passe quand on a un sud en face d'un sud? Théoriquement, il va commencer à se démagnétiser. Sauf que là, c'est pas le cas, parce qu'on est sur le même grade d'Alnico et l'un ne prendra pas le dessus sur l'autre. Il ne peut pas vampiriser l'autre parce qu'ils sont de la même force. Quoi. Ils sont de la même force, donc voilà. Par contre, si je place par exemple un aimant néodyme ou céramique, c'est des aimants qui sont très 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 puissants, excessivement puissants. C'est des aimants que j'utilise, le néodyme en tout cas, pour magnétiser mes aimants. Là par contre effectivement les néodymes, à côté du Alnico 2 ou 5 peu importe, lui par contre il va vraiment exercer une très grosse puissance sur l'autre. Il le boufferait quoi. Il le boufferait, donc l'autre il va s'affaiblir. Donc ça c'est vraiment intéressant et c'est vrai que par contre il n'y a pas de mythe sur le fait que quand on joue sur la puissance de magnétisation d'un aimant, effectivement on change son timbre, on va changer sa tonalité, on va changer son grain, etc. Ça, par contre, c'est une réalité. Et c'est vrai que ça peut être intéressant dans certains cas de jauger, de mesurer un petit peu ce qu'on veut. Tu vois, c'est toi sur ton micro, justement, vu que c'est du Alnico 2, j'ai pas voulu caricaturer en fait la chose. Donc, par contre, c'est des aimants en Alnico 2 qui sont en pleine charge. Voilà. T'as bien. Vu qu'ils ont une tendance encore une fois, à arrondir, à réchauffer un petit peu un micro, moi dans ces cas-là, surtout sur un micro manche. Oui. Donc toi tu le charges un peu pour qu'il regagne un peu en. C'est ça exactement, pour pas perdre trop de dynamique non plus. Ce serait un chevalet, à la limite on pourrait jouer sur d'autres choses, mais bon. Alors, ce matin tu me disais que ce qu'on appelle ce qu'on croit être de la démagnétisation, mais c'est-à-dire le micro qui se vide ou qui est un peu vidé, ça peut être déjà d'origine. Moi j'ai essayé des sériels Strat complètement vidés, avec le micro vraiment à 2 balles. Mais ça peut être aussi, tu me disais, l'oxydation, la gaine du fil, je sais plus quoi, qui... Alors, le problème principalement en tout cas, parce qu'ils ont tous à peu près le même problème, mais des microstrats, c'est qu'on a 2 morceaux de fibres vulcanisées. Donc, le haut et le bas, ce qui va former la bobine quand on bobine le micro. Un peu comme ça, hein, c'est le même principe, mais sauf que bon, c'est plus haut pour un... Plus haut et plus fin. Voilà, c'est ça. Alors, la problématique, c'est que nous avons les aimants Alnico qui sont en contact direct avec le fil quand on bobine dans ce cas-là. Alors après, moi, je parle des méthodes vintage. C'était comme ça. On pourrait placer éventuellement un scotch pour, on va dire, isoler un petit peu les deux, enfin le fil et les aimants Alnico pour éviter certaines problématiques. Mais les vieux micro Fender, c'était pas le cas. Donc, qu'est-ce qui se passe ?
C'est qu'on a tous vu les plots des micros Fender qui étaient oxydés, qui noircissent, etc. etc. Bah, la problématique, c'est qu'en fait, cette oxydation a tendance à rentrer dans la bobine. Et quand elle rentre au fur et à mesure de la bobine, elle grappille un petit peu donc la surface des aimants alnico. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout d'un moment, on a un fil en fait qui nous permet de créer ce champ magnétique. Mais ce fil est composé de cuivre, mais aussi d'un isolant émaillé. Ouais, d'accord. Donc la problématique, c'est que la rouille, c'est quand même qui fait comme une gaine, quoi. Qui fait comme une gaine, autour, ouais, okay. Exactement. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? La rouille ou l'oxydation va commencer à attaquer un petit peu donc ce revêtement et qui va créer des courts-circuits. Ah oui, d'un tour à l'autre, ça fait comme ça les fondait un peu, quoi. En tout cas, ça les met en contact. C'est ça. Et ça crée de la merde, enfin du buzz, quoi, du bug. C'est ça. Ouais. Surtout qu'en fait, des fois, c'est marrant parce que ça peut attaquer juste une partie de la résistance du micro. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tout le micro qui est mort, et c'est ça que tu as entendu quelques fois. C'est-à-dire que, je sais pas, sur un micro Stratocaster qui fait 6 kilo ohms en résistance, sachant que c'est pas des valeurs qui m'intéressent vraiment, mais il peut se retrouver à 3 ou 4 kilo ohms parce qu'il a perdu juste une partie de sa résistance. D'accord. Et on pourrait croire que quand une partie du fil est détériorée, ça la bobine entière l'est. Mais en fait, pas dans tous les cas. Ah ouais, ok. Voilà, donc il peut marcher, mais il est tout. C'est plus complexe que ça, quoi. C'est plus complexe que ça, ouais. Exactement. Donc ça, je le vois souvent quand je fais des réparations ou des rebobinages en fait de vieux micro Fender ou Gibson, mais enfin voilà. Ensuite, quand même, tu me disais, enfin, si on réfléchit un petit peu, il y a le mec qui joue. Il y a la gratte, les bois, bon, ok, c'est important, mais sur une électrique, par exemple, c'est pas complètement... Enfin, je veux dire, il y a des trucs, des inputs qui sont beaucoup plus importants que ça. Si tu joues avec des super bois, mais que tes cordes sont pourries, je veux dire, il vaut mieux mettre des bonnes cordes sur du bois pourri que l'inverse. Je parle pas de la qualité d'assemblage et tout ça, et de la qualité de jeu et tout ça, hein, mais t'as tes doigts, ton pic ou je sais pas quoi, et tu rentres dans tes cordes, ça c'est toi qui fais le son. Et puis après le micro, c'est le premier truc qui va capter cette base-là. Tout à fait. Pour la transmettre à l'électronique. L'électronique va varier un peu ça, va faire perdre certaines caractéristiques du son, en tout cas atténuer des trucs. L'électronique, ça veut dire les potentiomètres, les potards, voilà, les condensateurs, le câble. Le câble, donc la méthode de câblage, effectivement, c'est ce qui fait toute la différence. Par exemple, si à l'intérieur de l'électronique, je prends une Les Paul parce que c'est un peu plus parlant. En fait, sur les vieilles Les Paul, tout était câblé avec ce type, même les micros d'ailleurs, au niveau du fil de jonction, avec ce type de fil, c'est-à-dire c'est une tresse métal qui fait office de masse. D'accord. Avec à l'intérieur, donc là on le verra pas, mais donc le point chaud, ce qui permet d'envoyer le signal. Et souvent on voit sur des repros de Les Paul, on a les potards, il en faut bien, on a le sélecteur, pas de problème, mais par contre en fait toutes les liaisons sont faites avec du fil plastique. D'accord. Et il faut quand même pas oublier que là, le fait d'avoir une tresse métal est quelque chose qui fait varier énormément le son. Alors ça joue sur quel input ça? Sur la Non. Alors là, ça va jouer sur ce qu'on appelle en fait la capacitance. Donc, d'accord. En fait, la capacitance, c'est une sorte, on va dire, un condensateur. C'est son job de faire ça. C'est-à-dire que, on sait tous, on va baisser le bouton de tone. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas éclaircir le son. On va l'assombrir, on va le réchauffer, on va l'assombrir un petit peu jusqu'à un point où il n'y a même plus rien. En fait, ce fil-là, il va agir à peu près de la même manière, c'est-à-dire que si on installe un micro, moi je mets toujours une longueur supplémentaire parce que suivant les cavités, des fois c'est un peu tordu et donc je veux pas que ça soit. Pour que le mec soit un peu à l'aise si jamais. Voilà, c'est ça. Donc je mets en général entre 35 et 40 cm pour un micro-manche en tout cas de fil. Si en fait on le met tel quel, lui il va faire office de filtre passe-bas et en fait on aura un micro qui sera quand même plus sourd, il sera un peu plus étouffé. C'est-à-dire qu'on va perdre l'ouverture et la clarté rien qu'avec le fil. Oui. Tu peux avoir un micro de dingue, si jamais tu mets 14 mètres de fil, il n'y a plus rien. C'est pas qu'il n'y a plus rien, mais on va dire que c'est quand même perceptible, on va dire, il est un petit peu étouffé, il est un petit peu nasillard ou autre. Donc il y a tout qui joue, quoi, c'est un truc de fou. Il y a tout qui joue, surtout là, c'est pour ça que je prends l'exemple de chez Gibson, parce que chez Fender, on a des câbles qui font aussi une sacrée différence, mais un peu moins que celui-là quand même, parce que là on a une masse métallique. La masse métallique, elle joue énormément sur le signal. Donc,
Bah, si on part de ce principe-là, moi si je fais un humbucker, par exemple, et qu'au lieu de mettre ça, alors des fois j'en fais pour des gens qui me demandent des splittables en 4 fils. Oui. Je peux pas le faire avec ça. Oui. Donc j'utilise du fil en plastique. Là par contre je dis bien au client, alors il va sonner, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on va perdre un petit peu du côté roots vintage du micro. Ouais. Parce que le signal sera plus propre. Oui, d'accord. Plus Voilà. droit, plus... Voilà, alors là je synthétise, hein, parce Ouais, que les oui, choses oui, sont un oui. peu plus complexes, mais, Ouais, mais ouais. en tout cas c'est une réalité. Donc c'est pour ça que si on veut vraiment avoir des tonalités qui se rapprochent en tout cas de Ouais, ce ouais. qui se faisait avant, ça en fait partie. Et dans l'électronique d'une Les Paul, ce qui va relier les potards, la masse, etc., c'est pareil en fait. Ouais, ouais. C'est le même principe. Ouais, ouais. La Voilà. qualité des potards, leur... comment on appelle ça, leur... La résistance La résistance. des potards. Après, ça c'est une grosse problématique dans le sens où c'est vrai que les clients souvent me disent qu'est-ce que je dois acheter comme potard? Des CTS, c'est reconnu, je dois le... Oui, ouais, CTS, ils produisent beaucoup de potards. Mais la problématique, c'est que les tolérances sont énormes aussi. Ouais. Et par expérience, en ayant testé, je pourrais même pas dire combien, mais enfin, ouais. on va acheter un potard de 500K par exemple, de 500 kOhms, on va le mesurer, puis on va se rendre compte qu'il fait 420 kOhms ou 400 kOhms. Donc c'est déjà variable, ça. Ouais. Oui, Ouais. ouais, exactement, oui, parce qu'en fait, encore une fois, c'est vraiment l'accumulation de ce signal avec ces petits éléments qui font que... Sachant que plus ça baisse, les kiloohms là, des potards, Hum. plus ton son s'assombrit. Alors voilà, c'est ça, c'est le principe. En fait, un humbucker, sans son fil, enfin avec son fil comme ça, pardon, mais dans le circuit électronique, va naturellement être très fat, très sombre. Ouais. Donc en fait, pourquoi ils ont mis des 500K? Parce que le 500K, plus on augmente la valeur, plus on va éclaircir. On va rajouter D'accord. l'ouverture au micro. Et les micros Fender, en fait c'est l'inverse. Hein. Oui, ils sont arch, À l'origine ils sont hyper arch, donc on utilise du 250K pour le calmer un petit peu et lui rajouter un petit peu de profondeur, de chaleur. Ouais. Voilà. Même si ça reste un micro qui est quand même très, très clair. D'accord, pour le fil. Bon, comme quoi tout joue. Puis après, le reste ensuite, hein, mais c'est vrai que...